chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes et l'un d'eux est JA Québec, qui contribue certainement à la fibre entrepreneuriale du Québec dès le primaire et secondaire. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui à l'émission, grand bonheur, on a deux beaux organismes à vous présenter. Le premier qui est JA Québec, qui est un organisme que je côtoie régulièrement et que j'ai connu il y a quelques années, que j'ai le plaisir de vous faire découvrir. On a deux personnes pour le faire aujourd'hui. On a avec nous en studio Anne Riby, qui est présidente directrice générale de JA Québec. Et on a également Nicolas Dosti, qui a participé à un de ces programmes-là dont on vous parlera plus tard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci de nous recevoir. Grand plaisir de vous recevoir et d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas JA Québec, parce qu'il y en a encore peut-être un ou deux qui ne savent pas c'est quoi. Et on va en parler aujourd'hui. JA Québec existe quand même depuis le début des années 60 au Québec, si je ne me trompe pas. Depuis 61 ans exactement. Voilà quand même. Hein? Mm-hmm. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà JA Québec, qu'est-ce que c'est? Puis là aujourd'hui, au moment où on enregistre, il fait à peu près moins 1000. Donc qu'est-ce que ça mange en hiver, JA Québec? Alors, JA Québec, pour l'abréviation JA, c'est Junior Achievement. JA Québec fait partie du groupe JA World Wild, qui est présent dans 11 pays à travers le monde. Et bien sûr, dépend du groupe JA Canada au niveau du Canada, forcément, parce qu'il y a beaucoup de JA sur différents continents et dans différents pays. La mission principale de JA Québec, c'est de former et d'éduquer les jeunes de 10 à 18 ans et les jeunes adultes sur l'entrepreneuriat, la littératie financière et la préparation au marché du travail. Via des activités que l'on fait dans les écoles et en parascolaire. Donc déjà dès 10 ans, c'est ça que j'ai bien compris? Oui, on commence à partir de la 4e année du primaire jusqu'au secondaire. Puis après ça, on a aussi des programmes dédiés aux jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Et donc vraiment, la fibre entrepreneuriale, on l'injecte le plus tôt possible. Exactement. Auprès de ces jeunes-là, j'imagine, à un niveau différent que le deuxième cycle du secondaire là, pour un nouveau programme. On a différents volets de programmes. Oui, on a des programmes que l'on dit programmes scolaires parce qu'ils sont livrés dans les écoles, à même les classes, par des gens d'affaires. Donc des gens comme vous et moi, que l'on forme chez JA et que l'on envoie ensuite dans les classes pour livrer le contenu aux jeunes. Ce sont des ateliers qui sont souvent de 2 à 4 heures et qui viennent avec des thématiques particulières. Donc, comme on a dit, littératie financière, entrepreneuriat, préparation au marché du travail. Ensuite, on a un deuxième volet de programme qui est le programme entreprise étudiante auquel Nicolas a participé, qui est un programme qui se donne à la fois en scolaire et en parascolaire. Pour le parascolaire, c'est en fait des jeunes qui se retrouvent dans des centres d'activité, donc le mardi soir et le mercredi soir pendant 20 semaines. Et pendant ces 20 semaines, ils vont créer une vraie entreprise, donc passer à travers tout le cycle de création et de la vie de l'entreprise, de la création jusqu'à la liquidation avec toutes les activités qu'on peut organiser pour leur faire comprendre le business, leur faire comprendre l'entrepreneuriat, le travail d'équipe, la collaboration. Et à travers ce programme, ils développent beaucoup d'aptitudes qui vont leur servir dans leur vie future au niveau travail, professionnel et même personnel. Mm-hmm. Vous, Nicolas, vous avez participé à ça. Vous avez donc parti votre entreprise. Vous l'avez fait vivre. Vous avez dû la liquider. Je comprends que c'est le cycle de vie complet, donc ce n'est pas une entreprise qui peut durer indéfiniment. Absolument. Qu'est-ce que ça a été pour vous, cette expérience-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis peut-être même nous parler exactement de votre projet d'entreprise que vous avez eu à mettre de l'avant. Là. Ouais. Ben dans le fond, moi, j'avais eu la chance d'avoir, dans l'année qui nous précédait, une équipe qui était vraiment exemplaire, Obi, qui a vraiment bien réussi, puis qui a réussi à gagner auprès des JA Canada. Puis moi et mes amis, on était vraiment motivés par le programme JA Québec, puis on voulait faire quelque chose qui était comme eux, et même les surpasser possiblement. Donc on s'est rassemblés, puis la façon que ça commence un peu dans le programme, c'est qu'on trouve une problématique qu'on veut régler. Notre problématique, c'était que durant les hivers à Montréal, justement quand il fait vraiment froid, puis quand il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup d'étudiants qui se promènent avec des laptops ou avec des iPads, puis on voulait s'assurer que leurs choses étaient en sécurité. Okay. Donc, on a créé un sac multifonctionnel qui était imperméable. Puis, on a nommé notre entreprise Arrière-saison. Arrière-saison qui est un terme qui désigne comme une 5e saison entre la fin de l'automne et le début de l'hiver, qui était justement le moment où est-ce qu'on a parti l'entreprise. Fait que ça correspondait vraiment à nos valeurs, puis ça fonctionnait avec tout ce qu'on voulait faire. Fait qu'essentiellement, on a essayé de pousser notre compagnie qui était essentiellement des sacs multifonctionnels au début, le plus loin possible. Puis on a parti dans le programme des JA où est-ce qu'il y avait énormément de...
on était bien cadrés. Donc, il y avait des concours, il y avait des choses à réaliser, on avait des objectifs. Puis, on était vraiment motivés. On a eu la chance aussi d'avoir des équipes qui étaient vraiment motivées autour de nous. Donc, c'était comme une belle petite compétition. Une belle année, ouais. Ouais. Puis, on en a surtout vraiment, vraiment beaucoup appris sur nous-mêmes et sur comment lancer une entreprise, qui était quelque chose qu'à 16 et 17 ans, on n'avait vraiment aucune idée comment faire. On a Rendu eu- à mon âge, je sais toujours pas comment Ouais, lancer c'est une ça. entreprise, donc j'ai pas de misère à vous croire. Ouais, ben c'était pas évident, mais grâce à GIA, on était bien cadrés. On avait aussi des mentors qui étaient des bénévoles, qui avaient plus d'expérience, qui nous aidaient un petit peu, puis qui nous disaient quoi faire quand on avait besoin de leur aide. Puis finalement, ben on a eu la malchance, qui est un peu la chance aussi d'avoir la COVID durant notre année. Fait que c'est l'année 2019-2020. On a dû un peu s'adapter, puis recommencer à faire nos activités en ligne, alors qu'on n'était vraiment pas habitué à ça. Puis, donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est on a beaucoup travaillé sur se réunir de différentes façons, essayer de faire des ventes en allant porte à porte, faisant des transferts, etc. Puis on a fini à la fin par gagner l'entreprise étudiante de l'année au Exact. Québec. Oui. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Au Gala de la Relève qui a lieu chaque année, Ouais. qui en fait vient finaliser le programme et qui Ah, ça va récompense bien les, là-bas. les meilleurs de chacune des catégories. Ouais. Puis Et- c'était vraiment un gros honneur pour nous. C'était notre objectif depuis le début. Puis grâce à ça, on a pu aller aussi représenter le Québec auprès du Canada. Mhm. Où est-ce qu'on a également remporté le titre de meilleure entreprise étudiante dans la catégorie de manufacturiers et détaillants. Mhm. Chose de laquelle on était très fiers. Avec raison. Puis grâce à ça, on a même pu représenter le Canada En Amérique, en Amérique. auprès de GIA America. Ouais. Puis là, par contre, normalement, c'était quelque chose qui se faisait en présentiel, puis il y avait des vols où est-ce qu'on allait dans un autre pays, puis on pouvait faire des présentations. Mais là, c'était comme sur une plateforme virtuelle en ligne, un peu comme les Sims. On avait un avatar, Exact. puis il fallait un peu qu'on se vende. J'aime la référence, merci. Mais ouais, c'est ça. Mais c'était un peu plus difficile de se démarquer à cette compétition-là parce que c'était majoritairement des pays qui parlaient espagnol. Espagnol aussi, ouais. Puis vu Mhm. que c'était comme en ligne puis qu'on avait nos petits avatars, on parlait pas mal en espagnol avec tout le monde alors que nous, on était vraiment pas fluents en espagnol. Mhm. Donc on n'a pas réussi à aussi bien performer à cette compétition-là. Mais c'était quand même vraiment une belle Mais quand expérience. même, de se rendre Ouais, à ce ils se niveau-là. sont déjà Ouais. rendus loin, c'est déjà une C'est très ça, belle c'est ça. expérience. Puis on a tellement appris de choses. Là. Ouais, Ouais, puis- puis c'est extraordinaire que vous ayez testé aussi la réalité parce que, bon, le nombre d'entreprises qui ont dû faire face à la COVID et comment on s'organise Exact. dans cette situation-là, ben vous, comme toute entreprise, vous avez eu à y faire face. Ouais, Mhm. c'était Ben, vraiment un clairement. wake-up call. Là. Et puis Ouais. vous avez continué la compagnie après. Ouais, on a continué la compagnie. Ils ont enregistré la compagnie après la liquidation finale. Ouais, on s'est vraiment réinventé, puis on a développé essentiellement la compagnie qui était. On avait aussi un autre objectif dont je vous avais pas parlé, mais c'était de faire une compagnie éthique et environnementale. Mhm. Fait qu'on a comme commencé à faire plusieurs produits qui étaient faits au Canada, puis on a vraiment développé ça. Puis essentiellement, on a continué. La compagnie est encore active aujourd'hui même. Puis maintenant, je pense que vous n'êtes plus dans l'entrepreneuriat. En tout cas, du moins, je sais que vous êtes étudiant en médecine, si je ne Oui, me trompe il pas. est très impliqué chez GIA Québec. Ah il oui, est toujours. responsable de centre. Justement, il s'occupe de chapeauter un centre Mhm. d'opération avec des jeunes. OK, fait que ça reste toujours, malgré Ouais. la suite, malgré le fait d'avoir liquidé tout ça, d'avoir Ouais. bouclé la boucle, puis vous l'avez bouclé quand même à différentes compétitions. Mhm. Vous avez quand même toujours maintenu cet intérêt. Ouais. Il est sur plusieurs comités aussi avec GIA Canada, justement, pour améliorer Ok. les programmes. Il a Ouais. un rôle de conseiller. Fait que oui, il s'implique Mm. encore. C'est un Ah. programme qui m'a vraiment marqué, puis je tenais vraiment à redonner à ce programme-là, justement à cause de l'impact que ça avait eu sur moi. Puis justement, parlant de l'impact, parce que tu sais, au-delà de comprendre comment on part une entreprise, Mhm. c'est quoi le cycle de vie d'une entreprise, les défis, avec quoi vous repartez dans votre bagage personnel? Vous dites ça, c'est des acquis qui vont être bons pour peut-être le reste de ma vie. Mhm. Ben, en faisant le programme, premièrement, j'avais jamais vraiment fait un projet qui était en dehors de l'école. Je connaissais justement les activités parascolaires qu'il y avait à l'école, le tutorat, des choses comme ça. Mais après avoir fait le programme, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais vraiment un intérêt, une certaine passion pour les affaires et pour l'entrepreneuriat. C'est sûr que j'avais aussi un grand intérêt pour la science. C'est la raison pour laquelle je suis allé en médecine, puis que mon parcours n'est pas nécessairement conventionnel par rapport à l'entrepreneuriat. Mais je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise, ben, personnellement, c'était comment gérer une équipe, parce que j'étais président de mon équipe. J'avais eu la chance d'être élu en début d'année. Fait que comment travailler avec des gens vers un objectif commun, ce qui est vraiment pas quelque chose d'évident. Puis surtout, ça a comme créé une espèce de fibre entrepreneuriale en moi qui a fait que j'ai parti énormément de projets après ça. Puis qu'encore aujourd'hui, je suis à la recherche de nouvelles idées, de choses que je pourrais créer justement même en médecine pour aller développer ça le plus loin possible. Et là, c'est sûr que je viens juste de commencer cette année ma médecine, fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça, mais je reste aux aguets, là, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui va me suivre dans mon parcours, peu importe ce que je fais plus tard.
clairement, c'est ça. Ça vous donne une boîte à outils. Après ça, vous allez voir comment vous les Exact. utilisez et Mhm. est-ce que vous allez pouvoir en faire. Merci beaucoup, Nicolas Dosti, de nous Ça avoir fait parlé de plaisir. votre parcours. Je trouve ça fascinant parce que c'est aussi un programme dans lequel les jeunes doivent s'investir. Vous Oui. avez parlé de 20 semaines. C'est hein? 20 semaines en parascolaire. Pour le scolaire, ça se fait aussi en scolaire. Quand c'est en scolaire, c'est l'enseignant qui le fait à même son programme avec les jeunes. Puis c'est assez flexible avec la formule de l'enseignant. Mais en général, c'est entre 12 et 20 aussi. Fait qu'on parle de 20 semaines en parascolaire. Et c'est sûr qu'il y a aussi des activités complémentaires qui sont comme recommandées. On organise beaucoup de foires commerciales aussi pour qu'ils rentrent dans le côté plus commercial, vente, vraiment qu'ils fassent du business avec leur entreprise. On a un congrès aussi qui a lieu chaque année, enfin qui avait lieu chaque année avant la COVID, forcément, qui s'appelle le COGEC, donc le congrès officiel de la jeunesse entrepreneuriale du Québec, qui a lieu chaque année à Victoriaville en mars. Cette année, c'est 17-18 mars. C'est un congrès pendant lequel, pendant 3 jours, les jeunes vont faire des plans d'affaires, des activités de simulation, de production, de vente, toujours encadrés par des professionnels, des gens d'affaires, qui sont mentors et bénévoles pour le week-end. Fait que c'est comme un mini programme entreprise étudiante intensif pendant 3 jours. Et après, à la suite de ça, on a des simulations boursières avec Nasdaq au mois d'avril. On a le gala de la relève à la fin de l'année. Des présentations d'entreprise aussi, parce que tous nos programmes sont gratuits pour les jeunes, fait qu'ils sont commandités par des entreprises, Pour les financer. des fondations ou des personnes, même des individus. Fait qu'en fait, notre rôle, c'est vraiment de mettre en relation les jeunes avec le monde des affaires puis avec les professionnels. Fait que nos partenaires d'affaires sont en général assez motivés de recevoir des jeunes, justement, entrepreneurs pour les challenger puis pour avoir une rencontre avec eux par rapport à leur concept d'entreprise, trouver des actionnaires, tout le concept autour de l'entreprise. Fait que ils ont quand même pas mal d'activités obligatoires, enfin, recommandées, Fortement recommandées. complémentaires dans le programme. Ben oui, certainement. C'est franchement intéressant. Allez, écoutez, on va prendre une petite pause, puis on revient tout de suite après. On est avec Anne Riby, présidente directrice générale de GIA Québec, et avec Nicolas Dosti, qui a participé au programme. Et on poursuit tout ça dans quelques instants. Et on est de retour à Héros Anonyme. On est avec Anne Riby, présidente directrice générale de GIA Québec, et Nicolas Dosti. Alors, on a parlé notamment, bien évidemment, du programme entreprise étudiante, qui est selon moi extraordinaire. Au-delà de faire une entreprise, de la faire vivre, de la liquider, ben, tout ce que ça amène dans des compétences et la relève entrepreneuriale qui, je pense, vous êtes un très, très grand vecteur. Oui. Et ce que vous faites est extraordinaire, mais ce que vous faites est, j'ai goût de dire, vous devez travailler très fort pour que ça prenne vie. J'imagine que les écoles dans lesquelles ça a lieu, c'est beaucoup de relations avec les écoles, Exactement. les partenaires, et tout ça doit se financer. Tout à fait. C'est quoi vos plus grands défis à GIA Québec? Les plus grands défis, c'est justement de pérenniser nos relations avec nos écoles, avec les personnes qui gravitent dans les écoles, donc les enseignants, les directeurs, les orienteurs, les personnes qui travaillent dans l'orientation, parce que ça bouge beaucoup, le monde éducatif, fait que des fois on perd les contacts. Donc c'est vraiment un gros travail de recrutement en fait permanent, de développement constant, que ce soit au niveau de la recherche d'école, au niveau des dons et des commandites aussi, parce qu'on est vraiment en survie grâce aux commandites et aux dons. Donc, comme j'expliquais tantôt, nos programmes sont gratuits pour les jeunes, pour les écoles. Fait que c'est sûr que sans l'encouragement puis sans la fidélité de nos donateurs et notre commanditaire, on n'y arriverait pas. Fait que c'est vraiment un travail de développement. Puis on est en train de développer beaucoup les programmes aussi à travers la région, parce qu'on vient d'ouvrir 2 nouvelles régions en début d'année scolaire, l'Estrie et la Mauricie, et aussi le centre du Québec. Fait que on est vraiment en train d'essayer de développer le maximum pour rejoindre le plus de jeunes possible. Pour vous donner une petite idée, depuis 60 ans, on a formé autour de 350 000 jeunes au Québec. Et puis, on se rend compte que notre mission est de plus en plus importante parce qu'il y a quand même 27% des jeunes qui sont en décrochage scolaire, notamment après la COVID. Ça a même augmenté avec ce qu'on a vécu durant la COVID. Puis 50% des étudiants en secondaire sont déjà endettés. Donc, ils ont déjà un problème au niveau des connaissances en finance qui leur pourraient leur être utiles pour leur vie future. Et donc, notre mission est vraiment hyper importante pour les jeunes. Puis, on se rend compte que les jeunes qui participent à nos programmes réussissent mieux
dans la vie par la suite. Les aptitudes et puis les compétences qu'ils développent via les programmes scolaires ou le programme entreprise étudiante les amènent vraiment à un autre niveau, puis à réfléchir aussi sur leur avenir. En termes d'études, il y en a souvent qui nous disent « Ah, heureusement que j'ai eu votre programme parce que je m'en allais en droit, puis finalement, je me rends compte que je veux faire du marketing. » Ou on leur allume une petite flamme dans les yeux, puis le fait qu'ils soient en contact avec des gens d'affaires constants, ça leur donne des témoignages. Les gens d'affaires agissent comme mentors, donc ça les guide beaucoup dans leur processus d'orientation aussi, puis de développement personnel et professionnel futur. Clairement, vous êtes un outil, oui, au-delà de la preuve entrepreneuriale, mais un outil concret de persévérance scolaire et de lutte au décrochage. J'en ai aucun doute. Parlez, que les gens, tu es en relation avec des mentors, des bénévoles d'affaires ou ces gens-là qui, j'imagine, viennent un peu coacher l'entreprise. Exactement. Qui sont ces gens-là? Alors, au niveau des deux volets de programme, on a les programmes scolaires. Dans les programmes scolaires, ce sont des gens d'affaires qui viennent beaucoup de nos partenaires corporatifs, des bénévoles, des employés, en fait, qui sont envoyés dans les écoles. Donc, c'est des gens qui ont tout simplement un intérêt à former la relève, puis à faire un transfert d'expertise, si je peux dire. Ils viennent dans les écoles, donc, avec nos ateliers. On les forme sur nos ateliers, puis ils communiquent les éléments essentiels de l'atelier aux jeunes, puis en même temps intègrent une partie de leur histoire, puis de leur expertise. Et pour le volet parascolaire, entreprise étudiante, comme disait Nicolas, ce sont des gens qui viennent de n'importe quelle origine. Ce n'est pas forcément des entrepreneurs. D'ailleurs, on n'a pas tellement d'entrepreneurs. C'est beaucoup plus des gens qui sont en entreprise corporative, etc., qui en fait, qui ont le goût. Puis c'est des bénévoles qui sont là depuis super longtemps. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui sont vraiment passionnés par la cause, puis qui sont passionnés par les jeunes, puis le mentorat. Fait que c'est des gens qui n'ont pas forcément... on ne cherche pas un profil particulier de bénévole, c'est vraiment plus la vocation, je dirais, puis l'envie de contribuer, de former la relève qui produit sur... aussi, c'est souvent des bénévoles qui ont déjà fait justement le programme. Oui, des alumni, puis, justement, qui, comme moi, veulent redonner à ce programme-là parce qu'ils ont tellement apprécié leur expérience. Exact. C'est extraordinaire ce que vous réussissez à faire et engendrer. Donc, disons que moi, je suis une entreprise, je trouve ça fantastique. Puis pénurie de la main-d'œuvre, j'essaie d'organiser mes prochaines années. Je me dis, pourquoi pas investir dans cette relève-là? Et en plus de commanditer un des programmes de GIA Québec, je peux aussi nourrir mes employés et leur permettre de s'accomplir différemment en les proposant ou en les invitant à être bénévoles. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent avec des politiques d'implication sociale, puis souvent, ils ne savent pas comment impliquer leurs employés. Puis le fait on se rend compte que cette implication de GIA Québec, et ça a aussi beaucoup de team building, de rétention, de sentiment d'appartenance au niveau des entreprises participantes. Fait qu'ils viennent souvent en gang, puis en général, c'est des groupes de 2, 3, 4, 5 personnes qui viennent dans les écoles. Fait que ça nourrit le sentiment d'appartenance. Puis ils partagent leur expertise. Puis je connais peu de personnes qui n'aiment pas partager leur expertise ou leur background. Fait que finalement, c'est vraiment, en général, quand ils ont touché à l'expérience, quand ils viennent une fois livrer des programmes, ils en redemandent par la suite. Ils ont pris la piqûre. Fait que le plus dur pour nous, c'est vraiment de fidéliser ces bénévoles-là, puis de continuellement chercher de nouvelles personnes bénévoles, parce que finalement, c'est quand même... je dirais, on est tous très occupés, on a tous une vie très chargée, fait que souvent les disponibilités des gens diminuent en fonction des périodes aussi. Fait qu'on gravite à peu près autour de... Enfin, il y a à peu près 450 bénévoles qui gravitent autour de la mission, qui sont plus ou moins actifs ou plus ou moins actifs, mais en général, on arrive à combler pas mal nos classes. Mais c'est certain qu'on est toujours à la recherche de personnes qui seraient intéressées à venir soutenir la relève et puis partager leur expertise auprès des jeunes. Mais quand même, le défi est grand. Une gestion de ce nombre-là de bénévoles à travers vos différents programmes que vous avez dans différentes régions du Québec. Et là, je pose la question, et j'espère que ça ne sera pas embarrassant, mais est-ce que vous êtes capable d'en soutenir plus des écoles? Est-ce que vous avez cette volonté-là, cet appétit-là d'en avoir plus? Oui, justement, c'est pour ça qu'on a étendu nos programmes dans de nouvelles régions. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment de rejoindre le plus grand nombre de jeunes à travers le Québec. Et puis, on n'est pas non plus limité aux écoles. On s'implique dans toutes les organisations autour desquelles gravitent les jeunes. Donc, ça pourrait être aussi les camps de jour, les YMCA, enfin, des organismes comme ça qui peuvent proposer ce genre d'activité aux jeunes. Fait qu'on est en train de développer aussi cet axe-là au niveau des alliances stratégiques qui serait peut-être plus... qui est différent, mais qui donne la même implication bénévole puis qui donne le même résultat en termes d'impact de jeunes puis de développement de compétences. Fait qu'on essaie vraiment d'élargir notre impact. Et voilà, c'est à peu près le plan pour les prochaines années. Et puis je souhaite aussi que les bénévoles suivent cette croissance-là que je souhaite certainement. Oui. Si moi, je travaille dans une école où, évidemment, je suis parent, là,
Mon fils est juste en maternelle. Je vais lui laisser le temps avant d'apprendre comment faire une entreprise. Il y a des programmes JA pour le preschool, pour le maternel Je vais aussi. y passer. Certainement. Est-ce que les écoles peuvent se tourner directement vers vous? Oui, alors en fait, nous, c'est ça. On voudrait donc bien en faire partie parce Tout à que fait. ça n'a pas de sens qu'on en fasse déjà pas partie. Ouais. Donc, les écoles, en fait, peuvent nous contacter directement via notre site Internet. Toutes les informations sont indiquées. Les parents qui souhaitent que leurs enfants participent à l'entreprise étudiante peuvent aussi communiquer avec nous. Les jeunes qui veulent participer au programme peuvent communiquer soit avec leurs enseignants, soit avec leurs parents. Donc, finalement, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Mais c'est ça, notre site Internet donne toutes les informations au niveau des inscriptions. Puis pour les bénévoles, pareil, qui seraient intéressés, des gens d'affaires qui souhaiteraient s'impliquer avec une application personnalisée, parce que c'est sûr qu'en dehors du programme étudiant qui demande quand même une implication assez poussée, on parle de 100 heures de bénévolat par année pour entreprises étudiantes pour le mentorat. Pour les programmes scolaires, ça peut être de 1 heure à 2 heures à 4 heures. Et puis, c'est extrêmement personnalisable puisqu'on jumelle les disponibilités du bénévole avec les disponibilités de l'école. Fait que finalement, la personne arrive à avoir une application personnalisée. Donc, les personnes intéressées peuvent aussi nous communiquer avec nous via notre site Internet. Ah, ben ça, c'est fantastique parce qu'on on sait très bien que les gens qui nous écoutent, ben, il va probablement avoir 2 options. Ceux qui vont vouloir vous aider ou ceux qui vont vouloir en bénéficier. Exact. Alors, pour vous aider, ben, je comprends qu'on peut être bénévole dans un ou l'autre des programmes selon son horaire, son agenda et le nombre d'heures qu'on est prêt à donner. Ça, c'est une chose. Puis là, vous parliez tantôt, ben, vous recevez, des commandites, des partenariats avec les entreprises, mais on peut aussi faire un don, je présume. Exactement, tout à fait. Oui. Donc, GIA Québec est un organisme à but non lucratif. À but non lucratif qui permet de recevoir des dons, évidemment, parce que, rappelons-le, comme vous l'avez dit. Les programmes sont gratuits. Les programmes sont gratuits. Il faut bien financer tout ça. Ben voilà, c'est pas rien, là, tout cet accompagnement-là. Exactement. Et tout ce que ça inculque là, à notre belle jeunesse. Et je me sens vieux quand je dis ça. Sur une base plus personnelle, vous êtes directrice générale de GIA Québec, je pense, depuis l'été passé. Exactement, mais je suis chez GIA depuis 5 ans. Déjà, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné la piqûre? Parce qu'on parle de la piqûre des bénévoles, on parle de la piqûre des jeunes, mais vous, qu'est-ce qui vous a donné la piqûre chez GIA Québec? Personnellement, c'est la mission et l'impact concret, dans le sens qu'on sait par exemple que le matin, quand on se lève, si on reçoit un don, par exemple, de 10 000 $, on va pouvoir livrer 10 classes directement. Fait que c'est vraiment l'impact concret. On sait exactement le soir où est-ce qu'on est rendu au niveau des chiffres. On a livré un certain nombre de jeunes. On voit l'impact concret tous les jours au niveau des jeunes, de leurs compétences, de leur développement, de leur passion, de leur engagement dans la mission. Fait que c'est vraiment le côté impact concret qui fait la différence par rapport à mes anciens emplois, où je voyais les choses avancer peut-être moins vite. Mais c'est vraiment le fait qu'on se couche le soir en se disant « Hey, on a réalisé ça aujourd'hui, puis c'est concret, on a des belles réalisations qui, tous les jours, finalement, grâce à cet organisme-là. » Et on voit aussi l'effet concret et direct sur les jeunes. On est là, on les supervise, on voit Nicolas, là, c'est vraiment l'exemple typique du succès d'un ancien participant au programme. Et c'est comme ça pour la plupart, je dirais la majorité des jeunes qui passent par nos programmes, que ce soit au niveau des programmes scolaires ou au niveau du programme entrepreneurial. Ils changent vraiment, puis ça les fait vraiment changer et évoluer, puis vraiment, ils s'en vont dans des directions qui sont vraiment alignées avec ce qu'ils souhaitent faire. Oui, ça, c'est fantastique, là, à quel point vous aidez les jeunes à tracer leur trajectoire, parce que on sait que c'est pas toujours évident. Ouais. Et ça, vous permettez certainement de leur offrir, là, je vous dirais, un bon bagage pour l'avenir. Ouais. On a parlé du nombre de bénévoles qui est quand même considérable, le nombre de jeunes que vous avez soutenus dans les dernières années. Êtes-vous une grande équipe pour réussir à faire tout ça? On est 11. Vous êtes 11. Vous n'êtes que 11. On n'est que 11. Et avec les chiffres, comme vous me dites, vraiment 11 me semble petit pour réussir à faire tout ça. Là. Et les régions sont en temps partiel, fait que c'est quand même assez, je dirais, intense. Oui, je doute pas. Mais on est tous vraiment passionnés par la mission, fait que ça rend le travail plus agréable et plus facile aussi. Vraiment. On a parlé du financement, on a parlé de vos différents programmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soutenir GIA Québec? Ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter peut-être à GIA Québec, je vous dirais, pour la suite de son histoire? Je vous dirais peut-être c'est beaucoup une question de visibilité. Donc, les gens, s'ils ont entendu parler de nous, peut-être qu'ils parlent de nous à leur famille, à leur réseau, parce que c'est sûr que le GIA Québec au Québec est peu connu. On s'appelait à l'époque, et puis je vais quand même mentionner, parce que beaucoup de gens de ta génération, Daniel, ou de la mienne, ont fait le programme GIA, mais sous Jeune Entreprise. Ouais. On s'appelait jusqu'en 2017 Jeune Entreprise. Donc souvent, quand je mentionne ça ring a bell, ça sonne une cloche chez les gens. Fait que c'est vraiment
question de visibilité, puis vraiment que les gens parlent de nous pour que ça fasse effet boule de neige, puis qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos jeunes, aller dans vos écoles, et puis avoir le maximum de jeunes pour pouvoir bénéficier des programmes JIA, puis vraiment de les former aux différents axes que JIA. Et si un jeune qui hésite, là, il se dit 20 semaines en dehors de l'école ou pendant l'école, Nicolas, qu'est-ce que vous avez le goût de dire à ce jeune-là qui hésite? Ce que j'aurais le goût de lui dire, c'est que, premièrement, c'est un programme gratuit qui t'offre énormément d'opportunités qui vont probablement changer ton parcours, qui vont changer la façon que tu perçois les choses. Puis, au-delà de ça, c'est que quand tu es aussi jeune, puis quand tu es cadré par un programme comme JIA, il n'y a aucun risque. Ouais. Fait que tu rien à perdre et tout à gagner. Fait que ce que je lui dirais, c'est essaye ça. Si t'aimes pas ça, c'est pas la fin du monde. Mais les chances sont qu'à cause justement du fait que c'est tellement bien cadré, que tu as tes mentors, que tu as un programme, que tu as des concours, que tu peux gagner des choses, que tu rencontres des personnes, ça vaut la peine. Oui, puis la notion de risque est intéressante aussi. Donc, il n'y a personne qui tombe en faillite personnelle là, avec l'entreprise. Non, c'est un exercice. L'entreprise n'est pas enregistrée. C'est une simulation de création d'entreprise. Fait que ça, tout est contrôlé avec des réglementations, puis comme dit, avec un programme bien encadré. Fait qu'on a rarement de personnes qui lâchent le programme. Là, c'est souvent au contraire, ils en veulent, puis c'est pas assez long, 20 semaines. Fait que, ouais. Non, vous avez un programme extraordinaire. Très certainement, pas juste un, vous en avez plusieurs programmes, reprécisons-le. Fait qu'on s'est vraiment concentré beaucoup sur le programme entreprise étudiante, qui est celui auquel je pense, moi, quand je pense à JIA Québec ou quand je pensais à Jeune Entreprise Oui, du parce Québec. que c'est sûr que Jeune Entreprise, ça a été actif pendant 60 ans. Fait que Jeune Entreprise. Fait que... Voilà, puis quand vous disiez, bon, vous avez différents programmes, des fois c'est 1 heure, 2, 3 heures. Ça ressemble à quoi, là, très rapidement, un peu, là, le type d'intervention ou ce à quoi les élèves vont être un peu sensibilisés, disons? En fait, on a vraiment des programmes qui sont extrêmement flexibles et adaptables parce que forcément, comme on disait tantôt, on va de 10 ans à 17 ans au niveau des programmes scolaires. Fait que ce sont des ateliers qui viennent souvent par forme avec 4 modules dans les ateliers et l'enseignant choisit d'aller avec un module, avec ce qu'il souhaite finalement par rapport à son cours ou par rapport aux notions qu'il souhaite inculquer à ses jeunes. Fait que, en général, un programme scolaire complet, c'est 4 heures. Mais souvent peut se faire en 2 heures. C'est encore une fois une formule très personnalisable. On est vraiment à la disposition de l'enseignant. L'enseignant définit ses besoins, puis nous, on va justement matcher ça avec nos bénévoles, puis avec le contenu du programme. Mais c'est ça. Pour les plus jeunes, les programmes viennent accompagnés de boîtes de jeux, c'est-à-dire qu'on va vraiment leur inculquer les notions de finance, d'entrepreneuriat à travers le jeu. Donc, c'est comme des jeux comme le Monopoly, à travers lequel ils vont pouvoir, avec des petits bonhommes, apprendre les notions de super finance, ludique, monsieur dépense, madame économie, puis on leur apprend vraiment les choses comme ça. Puis plus on avance dans le temps, plus forcément les exercices sont avancés et ils se retrouvent à faire des budgets, des choses comme ça. Fait que, Anne Riby, présidente directrice générale, et Nicolas Dosti, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie Merci énormément. Merci Si on veut Daniel. aider beaucoup. ou si on veut plus d'informations, on se rend sur jiaquebec.org Exact. ou on appelle au 514-285-8944. Ça fait un immense plaisir de vous avoir avec nous en Merci studio. beaucoup, Daniel. À vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et oui, vous écoutez effectivement les héros anonymes sur les ondes de Canal M. Et de retour pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme qui, je dois vous l'avouer, jusqu'à tout récemment, je ne connaissais pas et qui fait des choses extraordinaires depuis, on verra avec notre invité, mais depuis plusieurs années. Et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Mélissa Coelho-Carpentier, qui est chargée de projet en intervention pour l'organisme qui s'appelle Les Petites Mains. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, très heureux de vous avoir parmi nous et de permettre justement de peut-être pour certains sortir de l'ombre l'organisme que vous êtes, Les Petites Mains. Et pour ma culture personnelle et pour le bien de tout le monde, est-ce qu'on pourrait prendre le temps déjà pour commencer par savoir c'est quoi ça, Les Petites Mains? Oui, bien sûr. Bien, merci premièrement de nous donner cette opportunité aujourd'hui. Alors, Petites Mains, on est depuis plus de 25 ans un organisme d'entreprise d'insertion qui contribue à l'intégration socioprofessionnelle des femmes, principalement femmes immigrantes, mères monoparentales, dans le fond, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de sortir de l'isolement,
afin qu'elles puissent devenir autonomes financièrement, vivre en dignité au Québec. Ben, c'est extraordinaire comme mission. Puis vous êtes, comme je disais, chargé de projet en intervention. Vous êtes là depuis environ 5 ans, je pense, déjà au sein de l'organisme. Oui, exactement. Oui, en avril, ça va faire 5 ans que je serai avec Petite Main. Et je suis chargée, c'est ça, de nos 3 formations qu'on offre ici au niveau d'opératrice de machine à coudre industrielle, commis de bureau et aide cuisinière. Fait que je suis environ, pour une année d'entente, 65 personnes, 65 femmes. Parce que si je comprends bien, le but notamment de ces 3 programmes-là et de Petite Main, ben, c'est de permettre à ces femmes-là, surtout quand vous parliez de femmes là, qui viennent d'arriver au pays, au Québec, ben, à se trouver un nouveau métier, à se trouver un emploi. C'est un peu ça le but de ces différents programmes-là? Oui, exactement. Fait que, dans le fond, soit les formations professionnelles, elles sont comme une expérience de travail réel dans le domaine qu'elles vont choisir. Puis, c'est vraiment ça, pour faciliter leur intégration, puis, dans le fond, contribuer de façon positive là, au développement économique. J'en doute pas. Puis j'imagine, si vous avez ces programmes-là en particulier, là, vous parliez d'opératrice, de la machine à coudre industrielle, d'être cuisinière, il y a commis de bureau. C'est des domaines qui sont toujours en grande demande d'emploi. C'est pour ça que vous vous êtes tourné vers ces types de formations-là? Oui, exactement. On a une très, très grande demande. Pour nos employeurs, là, on a plus d'une centaine d'employeurs, surtout pour opératrices de machines à coudre, là, qui sont en attente de nos participantes. Commis de bureau, c'est toujours de vigueur et aide cuisinière, encore plus, on dirait, depuis la pandémie. Oui. Bien, certainement, la pénurie de la main-d'œuvre doit faire en sorte que, comme vous dites, une centaine d'employeurs et probablement plus là, qui ont bien hâte que vous ayez fini de former ces gens-là qui soient prêts à ces femmes-là à être sur le marché de l'emploi. Ça ressemble à quoi, disons, une femme qui cogne à votre porte chez Petite Main, qui a peut-être un intérêt là, à s'en aller vers un ou l'autre de vos programmes? À quoi cette femme-là peut s'attendre un peu comme parcours et comme soutien de votre part? Oui, alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'elle vient ici à Petite Main, on va prendre vraiment le temps avec elle. C'est comme une rencontre. On prend le temps avec elle, une trentaine de minutes, 40 minutes, de voir un peu c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses objectifs. Par la suite, on peut l'insérer dans un de nos programmes qu'on offre ici à Petite Main. Évidemment, on regarde toujours c'est quoi les critères d'admissibilité, puis par la suite, elle peut commencer un programme et on va venir faire un accompagnement personnalisé, individuel, tout au long de son parcours avec elle. Et elle va assister aussi à des ateliers, des séances d'information. Et vers la fin de son parcours, on va venir faire toute une aide au niveau de la recherche d'emploi, préparation de CV, préparation à l'entrevue. Et on va placer cette personne-là en emploi par la suite. OK, c'est vraiment, je vais vous dire, un clé en main d'une certaine façon. Mm-hmm. Et la durée dans le temps, disons, une formation, sont peut-être pas toutes de même durée, mais disons que je suis intéressé ou vous sentez qu'il y a peut-être un intérêt ou un arrimage possible avec disons, l'aide cuisinière. Mm-hmm. On peut penser à combien de temps de formation et de parcours, là, finalement, avec vous? 6 mois. Un 6 mois. 6 mois de parcours, oui. Mais on fait toujours, c'est sûr, un suivi, même après. Et on le dit souvent aux femmes, même si vous terminez ici votre parcours, évidemment, Petite Main reste votre maison. La porte reste toujours ouverte. Alors, c'est pas un 6 mois fixe et après, c'est terminé. Pas du tout. La porte reste ouverte. C'est fantastique. Et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je pense que vous avez ouvert un CPE il y a quelques années. Oui, oui. J'ai adoré votre réaction. Oui, c'est vraiment un très, très beau projet et un très gros projet sur lequel Mme Naïd Abou-Mansour a travaillé et toute l'équipe qui a été autour d'elle.
Alors, notre beau CPE, le Royaume des petites mains, alors ça a été... Oh, c'est beau, ça, le royaume des petites mains. Oui, dont, petite parenthèse, dont mes 2 enfants font partie. Je suis très heureuse et très fière. Alors, le CPE, le Royaume des petites mains, ça a été ouvert officiellement en octobre 2018. Et en fait, c'était... Comment je pourrais dire? On a observé que l'un des obstacles, une des barrières au fait que les femmes ne pouvaient pas intégrer le marché de l'emploi ou tout simplement sortir de la maison, vraiment s'intégrer à la société québécoise, c'était le fait qu'elles n'avaient pas accès à une garderie, à un CPE. Et alors, d'où est venu le projet, évidemment, du CPE. Alors, les places, il y a une 50aine de places dans le CPE et les places sont prioritaires pour les futures participantes actuelles et anciennes participantes d'un de nos programmes à petite main. Donc, déjà, vous levez ce frein-là à l'entrée, dès la formation, et non pas juste lorsqu'on est en emploi, puis on se dit, ben, en emploi, ça va être difficile à concilier, des fois, avec un enfant à la maison. Donc, déjà, on peut, en tout cas, ces femmes-là peuvent espérer de trouver un endroit qui va prendre soin de leurs enfants pendant qu'ils vont aller se former. Ça, c'est extraordinaire comme mesure. En tout cas, moi, je trouve ça fantastique de pas juste avoir mis des programmes de formation et d'intégration sur le travail en place, mais vraiment d'avoir facilité tout ça, considérant la vie de tout le monde, et les différents enjeux que ces femmes-là peuvent vivre. On a parlé évidemment de femmes immigrantes, donc probablement des femmes qui ne parlent pas nécessairement toujours le français. Est-ce que vous les accompagnez aussi en ce sens-là, en termes de francisation, pour être plus confortable dans notre langue? Oui, alors à Petite Main aussi, un des services ou programmes qu'on offre est la francisation avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors c'est la francisation qu'on offre ici à Petite Main, c'est de la francisation à temps partiel. OK. Fait que du lundi au jeudi, elle passe... alors, par contre, ça, c'est pour les femmes et les hommes. C'est pour... OK, c'est ouvert à tous là, pour la francisation. C'est ouvert à tous. Et si on voit que, par exemple, l'une de nos participantes a un petit peu plus de difficultés, a le désir d'avoir un soutien au niveau de son français, nous, on essaie toujours d'avoir des bénévoles pour qu'elle puisse passer un moment durant la semaine à pratiquer plus au niveau de la conversation le français. Ben, c'est extraordinaire tout ça. Puis j'imagine qu'au-delà, vos différents programmes, vos différents services que vous offrez, au-delà de les permettre de se sentir peut-être plus autonomes en français et d'accéder à un emploi, j'imagine que ça doit contribuer aussi au fait d'avoir un lieu de rencontre, un lieu où ça peut briser l'isolement, sachant que l'immigration dans un pays n'est pas toujours un moment là, facile et pas toujours souhaité non plus. Il y a des immigrants qui arrivent ici, puis c'est pas nécessairement là, leur grande volonté, souvent parce qu'ils veulent quitter un endroit plutôt que nécessairement de vivre ce parcours-là. Est-ce que vous avez remarqué des effets là, collatéraux positifs de dire ces gens-là, ils sortent de l'isolement, ils vivent quelque chose de très, très beau là, en se rencontrant et en ayant ce point-là qui est les petites mains? Oui. Ben, il y a un mot, en fait, il y a une phrase qu'une de nos participantes actuelles m'a dit à plusieurs reprises. Elle dit, je m'attendais pas à ça. C'est comme une famille que j'ai ici. Fait que ça, juste cette phrase-là, je me suis dit, ça y est, je fais le bon métier, je suis ici à la bonne place. C'est ça qu'on souhaite aux femmes, c'est vraiment qu'elles aient ici un filet de sécurité en même temps, qu'elles se fassent un réseau. Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, il y en a qui ont aucune famille, ils ont juste le mari, elles-mêmes, leurs enfants, ou tout simplement mère monoparentale, puis qu'il n'y a aucune famille. Fait que le fait qu'elle évoque ça, qu'elle ait ce mot-là comme famille, ça,
ça vaut, j'allais dire, ça vaut tout l'or du monde, là. C'est Ben ça qu'on oui. souhaite pour nos femmes. Puis le fait, je pense aussi qu'on offre des séances d'information, ça leur permet aussi d'avoir vraiment une vision plus globale de la société québécoise. Puis on fait souvent des dîners partage également parce qu'on a des femmes de tous les coins du pays. Alors, pas de tous les coins du pays, mais tous les coins du monde, pardon. Oui. Et ça nous donne un moment ensemble de partage. Fait que ça vient renforcer les liens entre les participantes également. Ben, certainement, ça vient contribuer à beaucoup d'autres effets, certainement extrêmement bénéfiques. Et pour Montréal-Fils, vous êtes situé où? Je pense que vous êtes à Montréal, mais vous êtes situé dans quel quartier? Oui, alors, on est dans le quartier Villeray, Parc Extension Saint-Michel, Oui. sur le boulevard Saint-Laurent, en face du parc Jarry. On est très, très, très accessible. Il y a le métro Castelnau de la ligne bleue à côté, à même pas 4 minutes. Fait que Vous avez notre plein porte de est conditions toujours ouverte. gagnantes là, pour les femmes qui veulent certainement bien vivre leur parcours et qui veulent se trouver un emploi. Non seulement vous êtes facilement accessible par Mhm. métro, vous aidez à la francisation, vous permettez à ce que leurs enfants puissent aller en CPE pendant ce temps-là. Donc, clairement, vous avez réduit toutes les barrières et je trouve ça extraordinaire ce que vous faites chez Petite Main. Si vous voulez bien, Mélissa Coelho-Carpentier, on va prendre une petite pause. On revient dans un instant et on va parler de comment on peut peut-être soutenir votre organisation. Et vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes, avec Mélissa Coelho-Carpentier, qui est chargée de projets en intervention à l'organisme Petite Main. Alors, on parlait de vos différents programmes, de tout ce que vous faites de pas juste extraordinaire, parce que je pense qu'extraordinaire est fait, mais de vital pour ces femmes-là, mais aussi pour les autres personnes avec le programme de francisation. Une femme qui arrive à Montréal, qui se sent peut-être interpellée, c'est quoi vos portes d'entrée? Comment les femmes accèdent à vos services et vos programmes? Est-ce qu'elles se présentent à votre organisme? Est-ce qu'elles sont référées par d'autres organismes? Comment ça fonctionne pour bénéficier de vos services? Alors, il y a différents moyens. Il y a des femmes qui viennent tout simplement cogner à notre porte sans rendez-vous. Elles se présentent. On est souvent référés aussi par d'autres organismes de différents coins là, de Montréal. Une des portes d'entrée également, c'est les centres locaux d'emploi, qui peut être une belle porte d'entrée. Sinon, tout simplement, on a notre formulaire sur notre site internet www.petitemain.com. Les gens peuvent remplir un petit formulaire et demander à ce qu'elles soient rencontrées. Ça, c'est les différents moyens de venir là, jusqu'à nous. Parfait. Puis vous, comment, je vais vous dire comment vous êtes venu jusqu'aux Petites Mains il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a interpellé lorsque vous avez décidé de vous joindre? Je pense connaître pourquoi vous êtes encore là. Vous l'avez dit notamment avec la phrase que vous avez entendue d'une des participantes. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui vous a donné la piqûre au départ et qui fait en sorte qu'après ces années-là, vous êtes toujours bien impliqué auprès de ces femmes-là? Bien, en fait, ça a été vraiment la mission, là, vraiment femme immigrantes. Je pense que c'est ça qui m'a le plus interpellée. Au départ, j'avais commencé un stage ici à Petite Main en éducation spécialisée. Puis, je pense que femmes, je pense que on ne voit pas à quel point elles ont beaucoup de barrières au niveau, que ce soit au niveau de l'emploi ou de l'intégration à la société. Puis je pense que c'est ça qui m'a le plus interpellée, essayer d'enlever ces barrières-là, leur donner une autre confiance en elles, vivre en dignité tout simplement. Je pense que
ces points-là qui m'ont beaucoup interpellée, puis que le fait que je sois encore ici. Et également, si je peux rajouter, c'est sûr l'équipe de travail qui est tout simplement géniale. Ils font en sorte que je sois ici aussi aujourd'hui après toutes ces années. Puis les beaux projets là, qui s'en viennent également. Ben, c'est sûr que l'équipe, les gens, ça fait toute la différence. Est-ce que vous êtes une grande équipe chez Petite Main? Parce que vous en faites quand même, vous en faites beaucoup. Alors, je me demandais si vous étiez une grande organisation, si vous faisiez tout ça là, à quelques personnes. Bien là, en ce moment, on est à peu près une trentaine de personnes. Et on a quand même quelques bénévoles ici à Petite Main qui font partie de la famille. Alors, une trentaine de personnes. On a des opératrices de machines à coudre industrielles qui sont là de façon permanente. On a également une équipe au niveau de la cuisine qui travaille aussi à Petite Main de façon permanente également. Tout ce qui est administration, puis une équipe au niveau de l'intervention aussi. OK, quand même, vous réussissez à faire beaucoup de changements dans la vie de beaucoup de femmes avec une équipe là, avec une équipe très certainement très tissée, serrée. Là. Je pense que le sentiment de familial semble bien refléter ce que vous êtes. Vous avez parlé de bénévoles tantôt et souvent on se pose la question quand on parle avec un organisme, c'est comment on peut vous aider. J'imagine qu'on peut certainement faire un don, mais est-ce qu'on peut effectivement aussi se proposer comme bénévole? Est-ce qu'il y a des besoins de ce côté-là? Oui, on est toujours très, très ouvert à de nouveaux bénévoles. C'est ça, on a notre fondation, pour les gens qui veulent faire un don. Et juste si quelqu'un a vraiment l'envie de donner, de contribuer aussi à notre mission, mais c'est en faisant du bénévolat. Alors, tout simplement écrire un courriel. Puis ça peut être du bénévolat, que ce soit dans la couture, que ce soit par rapport aux compétences de la personne, évidemment, par rapport à ses forces. Mais oui, on est toujours ouvert, puis tout simplement envoyer un courriel. Excellent. Ben, on donnera les coordonnées à la toute fin parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés à vous soutenir. Certainement, vous êtes un organisme qui fait du travail là, vital pour nos communautés et les femmes qui arrivent ici. Qu'est-ce que vous avez parlé? Vous avez dit qu'il y avait des beaux projets à venir. Je ne veux pas vous mettre sur le spot si vous ne pouvez pas en parler, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour la suite des choses à Petite Main? Bien là, en ce moment, en fait, on est en rénovation. On est en rénovation. Là, tout le rez-de-chaussée, notre café-resto est en rénovation. Fait qu'on a bien hâte d'ouvrir, réouvrir en fait. Tout simplement réouvrir. On a des très bons plats, au café, notre café traiteur. Fait que ça, c'est quelque chose là, qui s'en vient, on l'espère, au printemps. C'est sûr qu'on fera une belle annonce là, pour inviter tout le monde. Oui, c'est ça. Le café traiteur, est-ce que ça va être finalement les femmes que vous formez comme être cuisinières qui vont les préparer, puis on pourra se les procurer? Est-ce que c'est un peu ça la visée? Oui, exactement. En ce moment, il est toujours, et je tiens à le préciser, il est toujours en fonction de notre service traiteur. C'est juste le café-resto, vu qu'il est en construction en ce moment, il est malheureusement fermé, mais c'est dans la cuisine, on a les participantes en aide cuisinière qui préparent là, tout ce qui est les repas, boîte à lunch pour notre café traiteur, pour notre service traiteur. Fait que c'est toujours en fonction, mais toute la partie café, on a bien hâte qu'elle réouvre. Oui, je comprends. Ça devient un beau milieu de vie là, aussi pour cette famille-là et les gens qui veulent vous soutenir. Donc, en plus de faire un don, peut-être être bénévole, vous pouvez aussi aller vous remplir le ventre en soutenant évidemment une belle cause, puis en ayant là, vraiment un côté très, très tangible à ce que fait cet organisme-là, parce que les femmes qui auront fait l'exercice de participer au programme d'être cuisinière, ben, vous allez en être aux premières loges là, en allant vous procurer cette nourriture-là. C'est extraordinaire. Les gens qui veulent vous aider, qui veulent vous soutenir, comme je disais, peuvent le faire de différentes façons. Ils peuvent se rendre sur le site web. Le site web, c'est Petite Main, petite avec un S, mais avec un S.com. Les gens peuvent également vous appeler au 514-738-8989.
Mélissa Coelho-Carpentier, j'ai passé un très, très beau moment avec vous. J'espère que les gens en ont appris un peu plus sur l'organisme s'ils ne le connaissaient pas déjà. Euh, Avant qu'on se laisse, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore sur l'organisme et avec lequel on devrait repartir? Oh là là, c'est une bonne question. Non, je pense qu'on a vraiment tout dit. N'hésitez pas si vraiment vous avez besoin, vous avez l'envie d'aider, n'hésitez pas à nous contacter. Pensez aux femmes autour de vous, si vous en connaissez. Juste parler de nous. Je pense que la meilleure façon, c'est de faire du bouche à oreille et, euh, et de nous souhaiter le meilleur pour la suite. Ah ben ça, c'est sûr qu'on vous souhaite le meilleur pour la suite. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir votre organisme. Vous avez fait un très, très beau travail aujourd'hui. Je pense que vous étiez peut-être un peu nerveuse pour cette rencontre-là. J'espère que ça s'est bien passé. Vous avez fait ça là, haut la main. Merci. Je pense que quand on parle du cœur et probablement que c'est ce que vous faites, certainement depuis toutes ces années-là, ben ça vient naturellement et ça a été un très, très grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Bien, merci également pour moi. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Un très grand plaisir. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Et si vous voulez bien, restez avec nous à l'écoute. Je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le Fonds de relance des services communautaires parce que la COVID n'a pas été facile avec nos organisations dans les dernières années et il y a quelque chose qui est en place et que je veux absolument porter à votre attention. On revient dans un instant. Alors, vous êtes de retour au Héros Anonyme et comme je vous disais juste avant cette petite pause musicale-là, la COVID a frappé dur pour beaucoup d'organismes communautaires. Vous savez, la pandémie, évidemment, il y a eu énormément de conséquences. Les besoins ont augmenté de façon drastique. Les bénévoles, dans certains cas, ont un peu déserté les organismes parce que les bénévoles, leur santé était à risque. Ils ne pouvaient pas nécessairement répondre présent autant qu'ils l'auraient souhaité. Donc, ça a été, je vous dirais, une tempête parfaite là, pour les organismes communautaires. Et le gouvernement fédéral n'a pas fait la sourde oreille par rapport à tout ça. Et je voulais vous en parler. Donc, si jamais vous travaillez dans un organisme communautaire, vous êtes bénévole, référez certainement à ce programme-là. Je vais vous en parler brièvement. C'est un fonds d'investissement unique de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada qui vise à aider justement les organismes sans but lucratif ou de bienfaisance à s'adapter au contexte, à la relance post-pandémique. Donc, c'est 400 millions de dollars qui sont disponibles pour les organismes. Ce n'est pas un prêt, c'est vraiment une subvention, donc il n'y a rien à rembourser. Et ce fonds-là va permettre aux organismes de mettre en place des structures, soit en ressources humaines, travailler sur le recrutement et le maintien en poste. Et on sait que la pénurie de la main-d'œuvre en ce moment, les enjeux de rétention ne sont pas évidents. Dans les organismes communautaires, on est conscient que ce n'est pas des salaires des entreprises privées. Donc, de travailler sur le recrutement et la rétention, ce n'est pas un luxe. De se former adéquatement. Il y a encore des gens qui doivent se former aux nouvelles réalités technologiques et les gens qui arrivent chez vous ont peut-être besoin d'un petit coup de main là-dessus. Développer des programmes axés sur la diversité, l'équité, l'inclusion, certainement élaborer et mettre en œuvre des stratégies de collecte de fonds. Et vous savez, on en parle souvent à l'émission, je demande toujours comment on peut vous aider, comment vous êtes financé. Les gens qui font de la collecte de fonds, les gens en philanthropie, ils doivent se former, ils doivent se doter d'un plan de savoir vers qui on va aller cogner et à qui on va demander de l'argent. Et ça fait partie de ce que le Fonds de relance des services communautaires peut soutenir financièrement. Il y a une foule de programmes et, je vous dirais, de mesures qui peuvent cadrer là-dedans. Dépêchez-vous, c'est un programme qui prend fin. Là, les demandes peuvent être envoyées d'ici la fin du mois de février. Donc, si jamais vous avez la chance de le faire, je vous invite fortement à aller de l'avant. J'espère que ça vous sera utile et que ça va vous servir pour vos organisations. Et si jamais vous voulez plus de renseignements, vous n'avez qu'à aller sur Internet et à googler Fonds de relance des services communautaires. C'est pris en charge par des organismes qui sont la Croix-Rouge du Grand Montréal, Fondation communautaire et également Centraide United Way Canada.
Donc vraiment un programme qui vient, j'ai goût de dire, à point à la suite de tout ça parce que ça n'a pas été évident dans les dernières années et c'est pas plus évident maintenant, même si la pandémie n'est plus ce qu'elle était. C'était un grand plaisir de recevoir deux organismes franchement intéressants aujourd'hui. On a parlé avec JA Québec, on a parlé avec Petite Main. J'espère que vous en avez pris davantage sur ces deux causes-là fantastiques. Je remercie nos précieux invités. Je remercie tout particulièrement Mathieu Tessier à la mise en onde et aussi Catherine Bourderon à la recherche qui me donne un sérieux coup de main. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêté à notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous pourriez vouloir aider. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir, avec grand plaisir et grande curiosité encore une fois, deux autres héros anonymes. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.